Cher François, venez nous rejoindre. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous laisse le micro. Merci. Bon. Waouh. Alors je commence ma tournée d'adieu en fait ce soir. C'est mon premier gala. J'ai prévu de l'étaler sur une petite année. Je vois devant moi une assistance comme j'ai pratiquement jamais vu dans une union régionale. Bravo! La barre, elle est haute. Alors j'ai fait un truc de dingue. Je suis allé sur Internet, j'ai retrouvé la phrase d'Aristote. Je vous la cite. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. 322 avant Jésus-Christ. C'est classe, non ? Je vais remercier, bien sûr, Daniel. On peut toujours compter sur Daniel, parce que d'abord, c'est Daniel, et il a une équipe formidable. Donc vraiment, merci et bravo à toute l'équipe. Alors, sur le programme, on m'avait noté 1 heure. 1 heure d'intervention. Bon, j'ai quand même un peu pitié. Surtout qu'ils ont coupé la clim. Donc, je vais quand même beaucoup réduire mon propos. Je vais intervenir sur 3 sujets. Le premier qui est en lien avec la table ronde ici. Intelligence artificielle, objet de dialogue social. Après, je parlerai un petit peu de la retraite. Et puis on finira, feu d'artifice, par parler de la CFE-CGC. Alors, intelligence artificielle, moi, je vous propose de segmenter de 2 façons. Il y a évidemment cette évolution technologique qui a un impact sur les emplois, en nombre, mais qui en génère d'autres. Et pour bien visualiser la chose, vous rappelez cet événement historique, au XXe siècle, la plus grande grève aux États-Unis, c'est la grève AT&T, donc le gros réseau de télécom aux États-Unis. Une grève massive qui a bloqué le pays pendant plusieurs mois, au moment du passage comment on appelle ça, les centraux téléphoniques, l'automatisation des centraux téléphoniques. La plus grande grève connue aux États-Unis. Les salariés qui se mettent en grève en disant « mais non, mais notre boulot… » 50 ans plus tard, un chercheur canadien fait une étude et il regarde aux conditions technologiques du moment de la rupture, combien aujourd'hui il faudrait d'employés pour pouvoir traiter le même flux de télécom. Et il fallait 2 fois la population des États-Unis. Donc je pense que dans l'IA, il y a cette dimension. Mais comme il y a eu dans toutes les évolutions, les ruptures technologiques. Moi, ce qui m'intéresse, pour le coup, ce qui me préoccupe, c'est l'autre dimension de l'IA. C'est-à-dire ce que ça change à l'intérieur même de ce que c'est que l'individualité de quelqu'un au travail. Et pour ça, je vous propose un petit retour en arrière. Mon histoire commence en 1992. J'étais ici, à Gardanne, pas loin. J'étais ce jeune ingénieur, plein d'ambition, qui rêvait, comme je pense beaucoup de gens de mon âge, dire si je suis gentil, si je travaille bien, peut-être qu'un jour je serai directeur d'usine, super. Et tout d'un coup tombe en 1992 la norme qualité. Vous vous rappelez? Pour les plus anciens, il y a beaucoup de gens jeunes ici, ils n'étaient même pas nés en 92, super. Mais pourtant, tout d'un coup, la direction arrive, voilà, on a un truc super, c'est la certification ISO 9002. Ça va tout changer. Alors je me souviens de cette réunion avec les contremaîtres de l'usine, avec cet accent incroyable, cet air un peu bourru, qui évidemment était très rétif à ça. Et le directeur de m'expliquer, non mais tu comprends, voilà, petit à petit, et qui nous disait à nous collectivement, de toute façon, on n'a pas le choix.
Si on n'est pas certifié demain, on disparaîtra. 1992. Tout a passé tellement vite. Aujourd'hui, tout le monde est certifié, tout le monde s'en fout, et le client n'est pas mieux servi. Ça, c'est réel. Pour les plus anciens, ici, vous avez connu les premières revues qualité, le stress absolu. Tout le monde qui faisait de l'huile en disant « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» On répétait la veille, presque jusqu'à minuit. Il y avait le chef de service qualité, c'était quasiment la personne la plus importante du site. Aujourd'hui, le responsable, c'est responsable qualité, sécurité, etc. Enfin bref, il les a tous. Espace et jardin. C'est pas inintéressant. Je vous dis pas ça pour la blague. Parce que derrière, mine de rien, il s'est passé un certain nombre de choses. Il y avait ce projet. Il y avait cette idée. Et au début, on ne s'en rendait pas compte. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Moi, je trouvais ça super. Mais il y avait quand même cette idée de dire, finalement, qui que tu sois dans le dispositif, on va écrire la procédure, et dès l'instant qu'elle sera écrite, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre, et le résultat sera le même. Il y a ça derrière cette idée. Or, ça, c'est bidon. Et je vous le prouve aujourd'hui, avec cet exemple qui tue, que j'appelle l'exemple du livre de recettes. Voilà ce livre de recettes, grand format, en couleur, avec des belles photos, des textes assez simples, écrit par un chef 3 étoiles. C'est tout écrit. Il y a même des illustrations, il n'y a plus qu'à faire. Tout le monde connaît ça, tout le monde a eu ce livre comme cadeau à Noël. Moi, j'en ai un paquet. Tout le monde a essayé d'en faire au moins une. Et devant le résultat, s'est dit, bon, allez, on arrête. On le range. C'est génial, ça. Parce qu'il faut, moi je le crois, il faut se persuader du fait que, et c'est ça qu'on défend, chacun, dans son travail, est un chef 3 étoiles de son travail. Et qu'en aucun cas, quiconque peut le remplacer sans dommage pour l'organisation et sa performance. Personne n'est irremplaçable, certes. Mais tout le monde a une valeur. Tout le monde a une valeur. Et cette valeur, elle est propre à la personne. C'est son histoire. Tout le monde a un caractère, une caractéristique. C'est son individualité. Et chaque personne apporte son individualité à la cohérence du groupe. On est en 1992. Déjà, un processus commence à se mettre en place. 2 ans plus tard, la réduction des coûts. J'étais là, encore. On a fait la réunion à Marignane. Arrive le directeur général, en avion, c'était plus simple pour lui, il avait moins de travail, moins de route à faire. Ça, il a déplacé 200 cadres, boum. Lui, il est resté à l'aéroport. Puis il est reparti le soir. Et il nous dit, bon, on va faire un truc super, c'est la réduction des coûts. Je me regarde, j'étais à côté d'un collègue, j'étais déjà un peu con à l'époque, je lui dis, mais c'est quoi la réduction des coûts? Il me dit, je sais pas. On n'a pas appris à l'école. Pourtant, on a fait des écoles brillantes. Mais il n'y avait pas un module réduction des coûts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a fait de la recherche opérationnelle, on a le haut niveau en maths, en physique, etc. Ah non, c'est devenu le nouveau truc. Il faut réduire les coûts, faire plus, mieux, avec moins bien. Comme si c'était possible. Mais ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est garant au quotidien que la performance est adaptée aux moyens qu'on lui donne. Et si on réduit ces moyens, quelle que soit la façon dont on le fait, la performance forcément ne sera pas au rendez-vous. Et là encore, au début, ça passe, on dit pourquoi pas? Finalement, on est des cons, on dépense, on jette par les fenêtres. On finit par le croire. Mais tout ça n'est pas vrai. Parce que chacun, forcément, moi j'avais cette théorie, vous savez, c'est le coup de la maintenance, pour ceux qui sont dans un environnement plus ou moins industriel, il y a cette histoire de la maintenance. Chaque année au budget, on divise de 30%, on ampute le budget maintenance de 30%. Puis à la fin de l'année, on a dépensé 30% de plus. Parce que quand la machine tombe en panne, il faut bien la réparer. Mais tout simplement, il y a la réalité. La réalité. C'est réel. Quand on est devant la machine, c'est réel, il faut le faire. Autre étape.
J'aime bien celle-là. Le progrès continue. C'est 2 ans plus tard. Nous, le PDG, au comité de groupe, fin des années 90, il a une révélation, il arrive au comité de groupe, il dit, il avait lu un livre. Il avait lu le livre de Jack Welch, qui était le patron de General Electric, qui était une arnaque totale, puisque le mec avait recyclé des cours de recherche opérationnelle qu'on enseigne dans toutes les écoles, des DUT, BTS, écoles d'ingénieurs. Il en avait fait un bouquin. C'est une combine de profs américains, ça. Ils font des bouquins et puis ils les vendent bien. Et il dit, mais c'est super, ça. Et moi, j'étais à l'époque au comité de groupe, du groupe Péchinet, j'appuie sur le bouton. Je dis, mais comment vous pouvez nous dire ça? Comment vous pouvez nous dire ça? Mais en fait, c'est humiliant pour tout le monde. Vous êtes à la tête d'un groupe qui a 170 ans d'existence. Vous vous rendez compte? Divers leadership mondial sur une quinzaine de technologies. Et vous dites, tiens, j'ai une idée, c'est stratégique, on va faire du progrès continu. Mais les gens qu'on représente, les gens que je représente moi pour la CFE-CGC, sont des gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur engagement professionnel pour que toujours le groupe progresse, pour que les métiers soient performants, pour que le résultat soit là, que les clients soient servis, pour que les brevets soient au niveau mondial. Et vous venez nous dire, tiens, j'ai une idée, on va faire du progrès continu. Encore une étape de plus. Vous voyez la progression? Tout ça dans les années 90. Il s'en est passé des trucs dans les années 90. Arrivent les normes IFRS. Tout d'un coup, on nous annonce on va adopter ces normes internationales. Je ne vais pas l'année exactement. Mais là encore, ce n'est pas sans conséquence. La conséquence, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Voilà un directeur qui pose une question à 2 personnes dans son entreprise. On va dire que c'est une entreprise industrielle, mais l'histoire, je peux la raconter pour tout un tas de process. Il dit, voilà, j'ai une machine, un stock A, un stock B. J'ai besoin d'optimiser la production par rapport à des objectifs. Toi, tu es ingénieur, donne-moi la réponse. Quelle valeur il faut donner au stock A et au stock B pour que ça marche? L'ingénieur, il donne la réponse. Par exemple, il va dire 5 tonnes A, 5 tonnes ici à l'entrée, 10 tonnes à la sortie. Si on est dans la construction, eh bien on dira c'est tant de pièces à l'entrée, tant de pièces à la sortie. Vous avez compris l'exemple. Et puis il pose la même question au directeur financier. Il dit alors, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah lui, il va dire, vous rigolez ou quoi? Norme IFRS, le stock, la valeur, les bidas, blablabla, blablabla. Donc ce sera 1 tonne à l'entrée, 1 tonne à la sortie. Flux tendu. C'est donc, voilà, une même question, 2 compétences, 2 niveaux d'études équivalents, 2 responsabilités équivalentes, 2 réponses différentes. À qui je donne raison? À qui le directeur va donner raison? Alors moi, je suis un vieux militant. J'ai connu le monde d'avant. Il y a 30 ans, on donnait raison à l'ingénieur. Parce qu'il fallait que le process, etc., la qualité, la performance, le leadership et tout ça. Aujourd'hui, on donne raison aux financiers. Ok, super, mais ce n'est pas sans conséquence. Parce que celui qui est responsable des opérations techniques, de la performance technologique, ben du coup, il n'a plus les moyens d'atteindre ses objectifs. Et ça marche moins bien. Et donc, il est plus malheureux. Il est dévalorisé, en fait. Les normes IFRS, par effet de cascade, ça a des conséquences sur l'organisation du travail. Ça a des conséquences sur la valorisation du travail. Ça a des conséquences sur les conditions dans lesquelles on exerce. Vous vous rendez compte? Petit à petit se construit une pyramide. Alors, j'avais prévu de faire le même développement sur le télétravail. Je ne vais pas le faire. Non, parce que je vois bien. Je fais le lien et je termine sur l'intelligence artificielle. Vous avez bien compris, révolution technologique, impact sur les emplois, création, destruction, etc. OK. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est de ça qu'il faut qu'on parle dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise. C'est pour ça que j'ai voulu faire le lien avec l'histoire de la qualité, de ce que ça change sur la définition de la liberté, de l'individualité et du parcours des personnes. Ça n'est pas que ça. Prenons l'exemple du rapport. Au début, on vous survend le truc. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir générer du rapport. On va faire des rapports.
Vous savez, les rapports, même quelqu'un qui passe 2 ans à le faire, il n'y a souvent pas grand monde qui le lit. Donc en fait, la valeur ajoutée, elle n'est pas dans le nombre de personnes qui vont lire le rapport. La vérité, c'est ça. La valeur ajoutée est de créer de la synthèse. Elle est pour la personne qui a fait ce travail. Nous, c'est l'analyse qu'on fait. C'est ça qui change. C'est bien de faire de la biblio. Tout le monde peut faire de la biblio. Mais comment on progresse, comment on fait de l'évolution professionnelle, comment on devient un expert, comment on devient de plus en plus compétent? Eh bien, c'est quand on est confronté à ce devoir de synthèse, de pédagogie. C'est ça qui fait qu'on devient une personne qui évolue dans sa fonction. C'est quand on est confronté à tout un tas d'exemples différents, à des collègues qui témoignent de différentes choses. D'ailleurs, au passage, ce fameux rapport, moi j'ai fait des discours par ChatGPT, ça marche bien. J'ai fait un truc incroyable, mais qui m'a tout d'un coup ouvert tout un tas de... J'ai dit, ChatGPT, alors bon, on a coupé un arbre et puis on a pollué une rivière en faisant ça. Ok, d'accord. Mais je vais replanter l'arbre, je vous assure. J'habite à la campagne, je vais le faire. J'ai dit, s'il te plaît, ChatGPT, écris-moi un article sur la cuisine au beurre, virgule, à la façon de François Omril. Oui, j'ai fait le truc. L'article est chouette. J'ai envie de le proposer à Marianne, tiens, par exemple. J'ai vu que Perico Légas, il prenait sa retraite. Je dis, tiens, voilà, j'ai un bon article. J'ai fait le même truc sur la peinture flamande. Ça marche. Mais pourquoi ça marche? Parce que dans la base de données, il existe des choses déjà. En fait, pour le coup, j'ai parlé de moi. Ma personnalité, mon style, mon individualité, elle existe déjà dans la base de données. Et tout ça, c'est de la construction d'année en année, c'est de la valeur. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, pour le coup, il y a des caractères extrêmement pratiques, il y a une révolution technologique. Mais il ne faut pas se tromper. Ce qu'on doit défendre, c'est défendre dans le partage de la valeur ce que nous, on a apporté en valeur. Et c'est pour ça que c'est un objet de dialogue social. Parce que le partage de la valeur, c'est le mot-clé de tout aujourd'hui. C'est le mot-clé de tout. Or, moi, j'affirme ici que les valeurs les plus fondamentales à défendre, ce sont les valeurs que nous représentons. C'est-à-dire les individualités des gens, leur capacité à s'engager, la valeur de leur parcours. C'est ce qu'on ne calcule jamais quand on fait un plan social. Quiconque ici a été confronté à cette épreuve, c'est que dans le tableur Excel, il n'y a que les coûts. Il y a le nom, l'année de naissance et le salaire. Mais ce que la personne elle apporte à l'entreprise, visiblement, tout le monde s'en fout. Sachant que la personne, quand elle va partir, elle va emmener cette valeur avec elle. Ah, certes, il n'y aura plus le coût, mais il y aura des coûts induits. Des coûts induits, il y en a énormément. J'ai mis l'histoire à raconter sur le sujet. La personne qui trie le courrier, qu'on a viré, et pendant 3 mois, les factures ne sont pas distribuées, boum, coût induit, procédure, etc. Une personne qui finalement coûtait pas grand-chose. Le graisseur dans une usine. La personne qui passe, qui entend cric, 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 qui met sa goutte au bon endroit, qui passe voir le chef de poste en disant « Dis donc, je suis passé à la pompe B2212, t'es tranquille pour 3 semaines. » Boum, sous-traité. Sous-traité, sous-traité, sous-traité. C'est le mot-clé. La sous-traitance, l'externalisation. Tout ce dont je viens vous parler, la norme qualité, etc., jusqu'à la question de l'intelligence artificielle, procède du phénomène d'externalisation de la compétence, de l'expérience, donc de la valeur des personnes et des individus. C'est de ça qu'on parle. Le phénomène d'externalisation n'est pas que juridique à travers des sociétés. Ce truc totalement bidon du « on va se recentrer sur le cœur de métier ». Mais ne dis pas ça, en fait. Tu ne connais même pas ce que c'est que le cœur de métier. Tu veux simplement donner un peu plus à tes actionnaires et garder pour toi les activités qui crachent le plus. Et t'externalises les activités qui sont un peu moins rentables et tu laisses les autres se démerder. C'est ça, en fait. Cette histoire de stratégie sur le cœur de métier, ça n'a pas de sens. Sinon, j'ai des collègues de Cannes, là, l'histoire, je la sers souvent. Quand on va à Thales, à Alenia, à Cannes, on fabrique des satellites. Et qu'on dit, mais alors, pourquoi vous êtes à Cannes?
savez qu'il y a 2 événements extraordinaires cette semaine, fameux, dont on a parlé dans le New York Times, sur la côte méditerranéenne. Il y a ce colloque aujourd'hui, et il y a le Festival de Cannes. Eh oui. Donc, c'est pour ça que je pense à Cannes. Et qu'est-ce qu'on y fabriquait il y a 70 ans? Des hydravions. Vous pensez qu'on serait passé des hydravions aux satellites, avec des dirigeants qui auraient dit « bon, on va se recentrer sur le cœur de métier ». Ben non, il faut faire de la stratégie un peu. Quand on est des patrons qu'on interroge sur la stratégie, qui répondent « c'est la réduction des coûts ». On a envie de leur dire « mais dégage tout de suite ». Nous, on tient à notre boîte. On a envie qu'elle reste vivante. C'est central. Et ce mot d'externalisation, il est fondamental dans tous ces processus, et y compris ce qui a fait en partie l'objet du débat sur l'intelligence artificielle. Il y a ce risque d'externalisation, de captation de la valeur des gens et de l'utilisation ailleurs même que dans le périmètre de l'individu. Et c'est pour ça que c'est un objet absolument fondamental de dialogue social. Parce que nous sommes les seuls qui, dans l'entreprise, défendons cette valeur-là. Je passe à la retraite. C'est dommage, j'adore ce truc. Mais bon, il faut avancer un peu. Mais il y a un lien, s'agissant de la retraite et du conclave. Vous observerez qu'à Rome, on a eu plus vite fait d'élire un pape que de sortir un accord à Paris. Il n'empêche, on ne peut pas parler de cette question de la retraite et de l'âge légal, c'est pour ça que je fais le lien, sans la question des seniors et de l'expérience et de la valeur. Les deux sujets sont définitivement liés. Alors nous, on a une position qui est finalement assez simple. Après qu'on décline. Puis je reviendrai juste un peu sur le contexte. On dit, mais finalement, l'âge légal de départ, est-ce que ce ne serait pas une idée incroyablement révolutionnaire que de demander tout simplement aux gens concernés ce qu'ils ont envie de faire? Alors là je dégoupille une grenade. Demander aux gens ce qu'ils ont envie de faire. Et d'en tirer toutes les conséquences en matière d'organisation collective. C'est pas compliqué. Mais il y a des gens, et il faut le respecter, il faut le comprendre, qui ont envie de travailler au-delà de 70 ans. Ben, rien qu'en France, je vous en cite 2. François Bayrou, Michel Barnier. Vous allez en trouver plein. Mais moi, ça me va. Ils ont envie, ils le font. Pas de problème. Et si on a envie d'arrêter à 62 ans, et y compris d'en tirer toutes les conséquences en termes de revenus, toutes les conséquences financières, et alors? Tout à l'heure, j'entendais un sondage cité. Pour travailler moins, les gens, pour partir plus tôt en retraite, les gens seraient prêts à gagner un peu moins. 73%, je crois. Hein, c'est ça le sondage. Ben voilà, la question elle est posée. Ah ouais, j'ai entendu le président à la télé. Bon, j'ai fait l'effort. J'étais dans l'avion, je décollais et mon avion avait du retard. Donc j'ai dit, bon, on en profite. On en profite. Et il dit, bon, voilà, la retraite, la réforme, c'est une réforme indispensable. Faux. Il y a toujours des ajustements nécessaires, mais le décalage à 64 ans n'est en aucun cas une solution à quoi que ce soit. Au contraire, ça ne crée que des problèmes. Ça ramasse pas mal de pognon au moment où on passe la réforme, mais après, ça en coûte. Et au passage, ça coûte pour tout un tas d'autres dispositifs sociaux, les arrêts de maladie augmentent, etc., les maladies au travail, bref, bidon. Et c'est très injuste, parce que ça coupe la population en 2 catégories, ceux qui ne sont pas impactés et ceux qui sont très impactés. Y compris les femmes, mères de famille. Donc c'est pas bon. Et il le dit, Emmanuel Macron, mais hors de question d'augmenter les cotisations. Moi, je veux bien. Mais c'est le même avec ces gouvernements qui bloquent le point d'indice des fonctionnaires depuis des années. Or, en fait, ne pas augmenter les salaires, ça revient finalement, hein, si on raisonne par équivalence, c'est comme si on augmentait les cotisations, c'est tout pareil.
Et les Français, ils ont déjà répondu. Ils disent, mais nous, vous savez qu'augmenter de 1 point, la cotisation salariée, et 1 point la cotisation patronale, et y compris en y ajoutant, pourquoi pas, puisqu'il faut que tout le monde s'y mette, une contribution qui nous viendrait des retraités, le partage des efforts, on a 30 milliards, direct. 30 milliards. Alors le patronat, il dit, mais lors de question qu'on augmente mes cotisations. Vous savez, le patronat, lui, il prend l'argent, mais il ne rend jamais rien. Et moi, il me fait penser à la personne, vous savez, quand vous buvez des canons le dimanche à 11h au bar des amis, où tout le monde paye sa tournée, c'est celui, quand ça arrive son tour, il n'a plus soif. Alors là, c'est bon. Il dit, moi, je prends, mais je ne paye pas. Ben non, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a un sujet. Alors on vient nous dire, oui, mais les équilibres, etc., c'est intenable et tout. Mais ce discours, là encore, n'est pas entendable. De façon continue, le progrès, et y compris les progrès de la médecine, ont fait que le temps qu'on passe à la retraite, en France, est passé de 7 ans, un peu avant-guerre, puis à 8 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, etc. Il y a eu cette évolution, il y a la courbe comme ça. Et donc, quelqu'un a décidé, on est à 20 ans maintenant, 20 ans, voilà, le truc incroyable en France, voilà, où on vit, allez, on va faire simple, 80 ans, 20 ans, on est jeune, 40 ans, pendant 40 ans, on travaille, et pendant 20 ans, on est vieux, et puis voilà, répartition. Et quelqu'un a dit, non, 20 ans, c'est bon, le progrès doit s'arrêter. Vous vous rendez compte? Les personnes qui viennent vous dire, c'est insupportable de passer de 1,7 à 1,65, vous savez, le nombre d'actifs sur le nombre de retraités, c'est exactement la même façon de dire, vous en avez bien assez 20 ans à la retraite. Ça ne peut pas aller plus loin. En fait, ça n'a pas de sens sur le plan purement mathématique. Et donc, nous aussi, c'est notre approche dans le conclave à la CFE-CGC, de faire la liste des différents paramètres qui ont une influence sur les équilibres, mais une influence déterminante, et de déconstruire le discours politique qui vise finalement à toujours un peu culpabiliser les gens, leur taper sur la tête. Il faut qu'on en bave un peu. Voilà. Alors, je ne vous raconte pas le discours de François Bayrou, je ne sais pas, vous avez entendu parler il y a 3 ou 4 semaines, là. Ah, le maître d'école... non, mauvaise comparaison. Enfin bref, nous les Français, n'est pas bon, quoi. On rentre plus tard au boulot et on le quitte plus tôt. Et c'est de notre faute. C'est de notre faute si à 55 ans, dans les boîtes, on est considéré comme des has-been, on coûte trop cher, etc. C'est de notre faute si diplômés, peu ou surdiplômés, les boîtes disent « oh ben non », etc. Parce que moi, je veux bien l'histoire du « effectivement », je suis d'accord, on a du mal à recruter. Il n'empêche que moi, je connais, vous connaissez aussi des jeunes qui ont fait des études assez brillantes, qui ont envoyé 50 ou 70 CV dans la filière dans laquelle ils ont étudié, et puis pour le moment, on leur envoie se faire foutre. Parce que c'est la crise. Et donc forcément, les gens diplômés, ben, c'est les premiers dont on peut se passer. C'est sûr que quand, sur un atelier, l'ouvrier il est malade le matin, la machine elle est en panne, elle ne tourne pas. Mais les autres, on peut s'en passer un peu plus longtemps. Voilà, l'IFRS, les normes. Il faudra de toute façon, quoi qu'il arrive, servir les 14% de dividendes qu'on a promis dans le truc. Crise ou pas crise? C'était 7% il y a 10 ans, ça sera peut-être 30%, on ne sait pas en fait. Mais au final, ça par contre, ça ne changera pas. Ça c'est sûr. Et donc, il y avait un plan de recrutement, on informe, bim, bom, bonjour madame, monsieur, DRH, bah, vos 62 recrutements, vous ne les faites pas cette année, merci, au revoir, boum. Et donc, dans les équipes, il faut ramer. Puis après, quand les gens ils arrivent, il faut les former. C'est compliqué, en fait. Donc ça aussi, ça dit quelque chose de l'époque. Donc ce conclave, et pour finir, qu'est-ce qui se passe? Voilà un objet politique créé par François Bayrou, Premier ministre, pour se maintenir en place comme Premier ministre. Moi, je ne trouve pas ça con, finalement, qu'un Premier ministre n'ait que comme objectif principal de se maintenir le plus longtemps possible comme Premier ministre. OK. Mais bon, ça ne fait pas tout un programme. Mais il n'empêche que, ici, il crée
cet objet qui est un objet politique dans lequel nous, on a volontiers joué le jeu. Parce que c'est toujours ce qu'on a demandé. Une entité dans laquelle ce n'est pas le MEDEF qui tient la plume. Une entité dans laquelle on a accès à des données, on répond de façon un peu sérieuse, un peu scientifique à nos questions. Une instance dans laquelle on fait la liste de tous les paramètres adressables pour justement pouvoir après négocier les conditions d'équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors bon, bah, évidemment, il y a eu beaucoup de désertions au début, vous le savez, je ne vais pas le commenter. Nous, on reste avec la CFDT et la CFTC. Bon, parfois, les journalistes vous oublient un peu de nous citer, c'est pas grave. Pas grave, je rappellerai de temps en temps. Alors c'est vrai que la CFDT, c'est drôle parce que eux, ils ont dit on s'en va mais on reste. Et la CFTC, ils ont dit on s'en va pas mais on reste pas. J'ai pas compris. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là. Nous, toujours cohérents. Voilà, une seule ligne où on objective les choses. Nous, on est la CFE-CGC. Il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. Nous sommes l'organisation qui a pour fonction, pour mission, depuis qu'elle existe, de représenter les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Les personnes qui, dans l'entreprise, sont formées à apprivoiser la complexité, à être les personnes qui donnent des réponses. Parce que derrière, il n'y a personne. Et qui, par ailleurs, se sont engagés dans leur vie, dans leur carrière, pour avoir une carrière qui progresse, qui évolue. Et c'est cette volonté, cet engagement, ce progrès, cette volonté individuelle de progresser qui permet de générer le progrès collectif. Et c'est tout ça qui fait la CFE-CGC. Et c'est ça qui fait l'audience, la qualité du militantisme et des résultats électoraux qu'on fait. C'est mon troisième point. Le mois dernier, au mois d'avril, le 8, il y a eu la publication des résultats de l'audience des différents syndicats en France. C'est la quatrième fois qu'on le fait, depuis la loi de 2008. Et la CFE-CGC, tranquille, qui continue de progresser de 15% à chaque cycle. Pendant que les autres, ça bouge. Certains baissent, etc. Nous, ça monte. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus puissant dans le mouvement de notre organisation aujourd'hui. Cette présence sur le terrain, cette présence militante, cette capacité à projeter une revendication syndicale intelligente, mais aussi exigeante dans une société dont on vient nous dire qu'elle est tellement complexe que surtout, il ne faut pas trop vous poser de questions. Si, nous, on se pose des questions. Et on pose des questions. Et on interroge dans les entreprises la stratégie, les conséquences sur l'engagement, sur la performance, sur la qualité et les conditions de travail. Tout ça, c'est corpus. Et de plus en plus, ça inspire confiance à nos collègues. C'est ça la qualité, la force de la CFE-CGC. Et c'est aussi, à tous les niveaux, y compris au niveau national, interprofessionnel, ce qui fait la force de ce qu'on porte. Rien n'est impossible à comprendre. Au contraire. Partout où on dit « non mais c'est trop compliqué », il y a un truc. C'est comme quand on vous dit « on va vous simplifier les choses ». Oui, je la connais. Ça va être plus simple, c'est sûr. Non, c'est pas vrai. La vie, c'est pas facile. Mais en même temps, si on s'y engage, quel que soit le moment de sa vie où on le fait, ben, on a toujours un chemin. Et la CFE-CGC, c'est son credo. C'est son seul dogme, finalement. Il y a, dans une société bien organisée, des gens qui ont cette particularité-là, cette mission particulière dans l'entreprise, techniciens, agents de maîtrise et cadres, de s'engager plus particulièrement en termes de compétences techniques et de responsabilité. Et qu'il n'y a pas de progrès disponible, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau national, s'il n'y a pas cet engagement. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on doit lutter contre ceux qui aujourd'hui viennent nous dire le progrès s'arrête. Terminé. À ce moment-là, non, mais vous comprenez, vous ne rentrez pas dans les statistiques, la moyenne européenne, la moyenne de l'OCDE, les Allemands, blablabla. Moi, j'ai peur qu'un jour, je me réveille avec un communiqué du président de la République qui dira « Dès demain, on cesse de parler français, on parle allemand, parce que l'allemand est plus efficace ». Ça n'a pas de sens. Dans une société, il y a une dimension culturelle. Cette dimension-là,
elle imprègne beaucoup notre dimension syndicale. Il faut la respecter, il faut la valoriser. Donc voilà où on en est du moment. Je vous ai tracé petit à petit en essayant de garder le lien entre ce qui fait l'objet, le cœur des échanges, et ce qui fait notre actualité, nous, à la CFE-CGC, une organisation qui compte de plus en plus, qui pèse dans les débats. Moi, je rencontre des gens très importants. Alors, les plus importants, ils sont là pour moi. Mais je rencontre des gens qui font les malins. Et alors maintenant, j'ai un truc. Alors bon, j'en vois ici que j'ai déjà vu. Ils ont déjà entendu ma blague. Mais ici, je ne peux pas m'empêcher de la refaire. Au moment où je rentre, par exemple, dans le bureau de François Bayrou, et avant de m'asseoir, où je sens qu'il va me défiler un certain nombre de choses, je lui dis, attendez, il faut que je vous dise un truc, je vous préviens. Moi, je représente des gens qui construisent des hélicoptères, qui pilotent des centrales nucléaires. Rien de ce que vous allez dire ne va m'impressionner. Peut-être même c'est l'inverse. Maintenant, on peut s'asseoir. C'est la clé, ça. C'est la clé de tout. On est impressionné par rien et sur tous les sujets, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire. Et je termine par ce quoi j'ai commencé. Il y a dans cette salle, je ne sais pas s'il est encore là, Adalbert, tu es là? Voilà. Il y a dans cette salle Adalbert, qui est la personne qui m'a fait ma première carte. Je pense que ça s'applaudit quand même. C'était il y a 35 ans. J'étais élu dans mon comité d'entreprise à Gardanne. Et quelques années plus tard, j'avais fait 2-3 réunions au syndicat. On avait eu des bonnes bouffes d'ailleurs. Je dois dire que c'était plutôt sympa. On a fait des bonnes bouillabaisse. Et puis il y avait le congrès de la fédération. Et ça, je n'ai pas oublié. Adalbert, il m'appelle. Il me dit, François, il y a une place qui s'est libérée. Moi, je n'étais pas dans le bureau, rien du tout. J'étais un militant finalement assez ordinaire. Il dit, il y a le congrès de la chimie, c'est pas loin, etc. Il y a une place qui s'est libérée. On a pensé à toi. À cette phrase. Et moi, c'est ce que je crois qui est hyper puissant dans l'organisation syndicale, dans ce que ça représente en élévation de la vision du groupe, de la qualité avec laquelle on apprécie en chacun ce qui fait son individualité. On a pensé à toi. Ben écoutez, je vais vous dire un truc. Tous ici, militants, anciens militants, futurs militants, vous êtes ici parce que vous êtes engagés dans quelque chose qui, petit à petit, vous a fait voir l'entreprise avec plus de couleurs et plus de relief. Le travail n'est pas facile. Tous les jours, on est confronté à des gens pas toujours très malins. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que jamais vous regretterez cet engagement-là, au contraire. Parce que ce chemin-là, eh bien, c'est une vie que personne qui ne s'est pas engagé dans le syndicalisme, personne ne peut vraiment connaître. Et moi, c'est le grand plaisir que j'ai ce soir de vous dire que, quoi qu'il arrive, moi, je penserai toujours à vous.